La bourse est truquée. La bourse américaine, la bourse la plus emblématique du capitalisme mondial est truquée. Et tout ça est fait par des ordinateurs? Oui, par des ordinateurs. Ça va beaucoup trop vite pour l'homme. Les humains ont été supprimés des marchés. Qui sont les victimes? Tous ceux qui ont des actions en bourse. Si vous avez de l'argent en bourse, ne touchez pas à votre téléphone, n'appelez pas votre courtier. Ça chute! Ça chute! On a commencé à entendre hurler « Achetez, achetez, achetez !» Personne ne peut comprendre le flash crash. Flash crash qui durerait plusieurs jours, ça peut être la fin du système financier tel qu'on le connaît. Un autre crash? Je vous garantis que ça va arriver. On y va tout droit si rien ne change. Avant, quand on achetait une action, on la gardait en moyenne pendant 3 ans. Ma question, c'est aujourd'hui, quelle est cette durée pour une société de trading haute fréquence? Moins d'1 minute. Moins d'1 minute? En 2 minutes, on a déjà exécuté 21 millions de transactions. Le temps d'un battement d'œil, vous avez eu le temps de vendre et d'acheter 7000 fois des actions dans le monde du trading haute fréquence. Chaque fois que vous clignez des yeux, vous avez pu faire 7000 allers-retours achat-vente d'actions. Ça dépasse tout entendement de l'esprit humain. Je dis souvent que je suis comme un pilote d'avion de chasse, capable de faire des frappes chirurgicales de manière efficace sur les marchés boursiers. Vous vous intéressez à un réseau de communication. C'est un sujet extrêmement sensible. La procédure demande que je contacte le FBI. Vous avez l'air si pacifique. C'est drôle que vous me disiez ça. Une de mes forces, c'est qu'on ne se méfie pas de moi. J'ai toujours aimé spéculer quand le marché est très volatile et que c'est la bagarre. Ma plus grande peur, c'est que tout devienne informatique et que l'homme ne puisse plus intervenir. Il pourrait y avoir un crash mondial. Il faut les jetons, non ? Après la crise des subprimes en 2008, le monde de la finance avait promis de s'assagir. Il joue une fois de plus à l'apprenti sorcier. De nouveaux prédateurs, équipés d'ordinateurs ultra puissants, prennent peu à peu le contrôle des marchés. On les appelle les traders haute fréquence. Vous, moi, pouvons-nous saisir la menace qui plane? Je vais aller rencontrer les acteurs de ce monde. Un monde très masculin, où règne la loi du silence. Certains parlent pour la première fois. En France, à première vue, les choses sont simples. La bourse, c'est le palais Brognard. L'institution trône au cœur de Paris depuis plus de 200 ans. Quand on y entre ce jour-là, la surprise est de taille. Il y est bien question de commerce, mais d'un tout autre genre. On n'y parle plus action, mais chiffon. La bourse n'est plus une bourse, c'est un espace à louer pour des salons. Les dieux à longue barbe de l'économie ont été remplacés par les dieux à longue barbe de la mode. À l'étage, il y a toujours une salle des marchés avec son tableau des cotations et sa corbeille. Ici s'affrontaient les agents de change. Mais ce n'est plus que de la déco pour une salle de cocktail. Pour voir la bourse de Paris, nous devons suivre une autre piste et même quitter la France. Un homme va nous guider. C'est un anthropologue qui s'est passionné pour les marchés financiers. Il est sans doute la personne en Europe qui a le plus et le mieux étudié les bouleversements de la bourse. Il nous a donné rendez-vous à Londres, première place financière en Europe. Son nom, Alexandre Lemonnier. Bonjour. Salut Alexandre. On est au cœur de Londres, mais on ne va pas rester à Londres. Non, nous allons aller à Basildon, en banlieue de Londres. J'avais jamais entendu parler de Basildon de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je crois que les seules personnes qui connaissent Basildon sont les fans de Dépêche Mode, puisque le groupe s'est formé là-bas. Mais sinon, c'est le bâtiment qui abrite aujourd'hui la bourse de Paris. Vous, comment est-ce que vous avez découvert cet endroit?
Alors, quand j'ai appris que la Bourse de Paris se trouvait en banlieue de Londres, j'étais quand même plutôt surpris. Je voulais visiter l'intérieur du bâtiment, ce qui m'a été accordé au bout de quelques longs mois de demandes et d'explications. Il y a des traders qui bossent à Basildon ? On ne va pas trouver des traders au sens où on l'entendait autrefois. On a affaire à des machines et non plus à des humains en chair et en os. Donc il y a juste la Bourse de Paris à cet endroit-là ? Alors il y a aussi la Bourse d'Amsterdam et la Bourse de Bruxelles, puis la Bourse de Lisbonne et du Luxembourg qui se sont installées au même endroit quelques années plus tard. Basildon, capitale de l'Europe de la finance. À la sortie de la ville, au milieu d'une zone industrielle, voici l'endroit où se concentre une grande partie des bourses du continent depuis 2010. Ce bâtiment bleu nuit s'étire sur l'équivalent de 5 terrains de football. La Bourse de Paris est là, je pense qu'elle est à peu près à ce niveau-là. Donc une fois passé les deux grillages où il y a des chiens la nuit qui surveillent tout ça. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Une fois passé le mur métallique là, qui ne protège pas grand-chose, on a un mur énorme, je crois de 3-4 mètres d'épaisseur. Là, il y a un mur de 4 mètres. Si un avion se crache sur le data center, la bourse elle continue de tourner parce qu'il y a ces murs énormes qui protègent l'infrastructure technique qui est à l'intérieur. Le lieu est très sécurisé. Interdit au public, le plus discret possible. Le bâtiment ne comporte aucune inscription. Impossible de deviner que derrière ce drapeau britannique se cache le nouveau palais Brognard. Donc c'est un lieu ultra secret, fermé au regard, mais quand on entre, on voit quoi? On a des portiques sécurité comme dans un aéroport. Au deuxième étage du bâtiment, on a les bourses elles-mêmes qui sont en fait des serveurs informatiques installés dans des cabinets. Un cabinet, c'est un peu de la taille de votre frigo dans lequel on installe des différents serveurs. Donc en fait, ce bâtiment énorme a été construit pour faire tourner toutes ces machines qui sont en fait, dont la pièce principale, les marchés eux-mêmes, sont des serveurs qui ont à peu près cette taille. Et donc très simplement, si quelqu'un à Paris ou à Bordeaux demande à son banquier de lui acheter tant d'actions d'une compagnie, en bout de ligne, ça va se passer ici? Absolument, si cette compagnie est cotée au CAC 40, l'ordre va passer par un certain nombre d'intermédiaires humains et techniques et au final, c'est un algorithme qui se trouve ici qui va acheter l'action que vous avez demandé à votre banquier d'acheter pour vous, tout simplement. Pour voir où s'échangent nos actions, nous faisons une demande au siège parisien. Bon, mais écoutez, je suis pas de votre demande et puis on va vous recontacter très rapidement. Après 10 jours de silence, on nous renvoie vers Londres. Je vous préviens, normalement, nous n'autorisons pas les caméras dans nos installations. En fait, jamais aucun média. Mais je peux faire suivre votre demande et je vous contacte la semaine prochaine. Dans la journée, nous recevons une réponse par mail. C'est un nom définitif. En cherchant bien, nous avons trouvé des images de l'intérieur. Une publicité de 2012 à destination des professionnels. Elle vante les avantages de Basildon. On peut y voir le grand, très grand espace disponible dont nous parle Alexandre L'aumônier. Des serveurs dernier cri et au final, très peu d'êtres humains. Toutes nos demandes n'ont pas été vaines. Une autre bourse, elle, accepte de nous recevoir. C'est la plus célèbre au monde. Les traders en chair et en os l'ont-ils aussi déserté? À New York, Wall Street, plus que le nom d'une rue, c'est le symbole même du capitalisme. La bourse siège au numéro 11 depuis 150 ans. Devant ce temple de la finance, des statues païennes parées de vertus qu'on dit miraculeuses. Fortune à celui ou celle qui les touche. Nous entrons dans la mythique salle des marchés. Bonjour, Bob Pizzani. Bienvenue à la Bourse de New York. Bob Pisani est l'un des plus célèbres chroniqueurs boursiers de la télévision américaine.
Comme ses collègues, il donne tous les jours la température des marchés aux Américains. De cet endroit, il connaît tous les codes. Là, c'est le stand de Goldman Sachs. Le matin, quand il y a beaucoup d'activités, on peut les voir s'activer, notamment les jours où des entreprises rentrent en bourse. On les voit se bouger un peu plus que là. Les traders auraient toujours le contrôle. Mais il suffit de jeter un œil aux archives pour se rendre compte que quelque chose de profond a changé. Pendant des décennies, une journée normale à la bourse, c'était ça. Fred Steele is now 90.5 bid offered at 3/4. 200. 3,500. 3,200. Des milliers d'initiés avec leur dialecte propre. Une douce musique aux oreilles des spéculateurs. 3,8. You say 68.18 bid offered at 68.5. Plus les années ont avancé, plus la frénésie des voix s'est intensifiée, en diapason avec la folie des marchés. C'était à qui crierait le plus fort. Aujourd'hui, au plus fort de la journée, on se croirait dans une bibliothèque municipale. Seule une centaine de courtiers peuplent encore les lieux. Quand je suis arrivé ici, il y a 17 ou 18 ans, il y avait 5000 personnes sur ce parquet. Et ça criait alors? Ça hurlait même. 85% des échanges se faisaient ici sur le parquet de la bourse. Aujourd'hui, ce n'est plus que 20%. Ce n'est plus grand-chose. Ça vous manque l'atmosphère du bon vieux temps, les gens qui criaient, qui se battaient pour prendre des ordres? Il y a une partie de moi qui est très nostalgique de cette époque, mais ça représente toujours quelque chose pour les gens. Même si tout ça n'est peut-être plus qu'un décor, ça représente quelque chose. Ça représente le capitalisme, ça représente la bourse, ça représente un symbole vivant. Un décor. Voilà tout ce qu'il reste. 200 millions de titres y sont tout de même échangés chaque jour. Comme en Europe, des programmes informatiques achètent et vendent des actions en remplaçant peu à peu les hommes. 70% des opérations boursières aux États-Unis, 40% en Europe sont ainsi gérés par des ordinateurs ultra puissants. Pour certains, cette robotisation du système aurait des répercussions dramatiques. Au printemps dernier, un homme a des révélations explosives à faire sur les marchés financiers. Il s'appelle Michael Lewis. C'est un ancien trader devenu journaliste économique. Que dénoncez-vous? La bourse est truquée. Par qui? Par l'entente entre les bourses, les grandes banques de Wall Street et les traders haute fréquence. Ils ont rendu le système tellement compliqué qu'on ne peut pas le comprendre et donc pas le remettre en cause. Et tout ça est fait par des ordinateurs? Oui, par des ordinateurs. Ça va beaucoup trop vite pour l'homme. Les humains ont été supprimés des marchés. Qui sont les victimes? Tous ceux qui ont des actions en bourse. Cette affirmation, Michael Lewis la développe dans un livre, Flash Boys, qui devient très vite un best-seller. Aux États-Unis, l'écrivain est un intellectuel très respecté pour la qualité de ses enquêtes. En quelques jours, il enchaîne les plus grands plateaux télé. Aujourd'hui, le monde entier dénigre les banques, les banquiers, la finance. Vous levez tous les matins en criant « je vous l'avais bien dit ». Je ne considère pas les traders haute fréquence comme des bandits. Pas du tout. Est-ce qu'on reproche au lion de dévorer une antilope? En fait, c'est plus le système qui est devenu dingue. Ces traders, ils sont programmés pour faire quoi? Pour tirer profit de toutes les opportunités, de la moindre faille du système. Ils ne sont pas programmés pour décider si c'est moral ou immoral ou bon pour le monde. Ils ne raisonnent pas comme ça. L'enquête de Michael Lewis est digne d'un polar, presque de la science-fiction. Voici un monde dans lequel il ne suffit pas d'avoir du talent pour commercer. Il faut d'abord contrôler la vitesse. Devenir maître du temps. Trouver le rythme que les autres n'ont pas. Nous allons rencontrer l'informateur de Michael Lewis. Brad Katsuyama est un lanceur d'alerte, l'un des premiers à avoir dénoncé le fonctionnement du système.
Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci de vous être libéré. Pas de problème. On va à votre bureau? Ok. Quand ce trader arrive à Wall Street en 2001, il gagne 150 000 € par mois hors bonus. À 24 ans, ce prodige dirige une équipe de 30 courtiers à la Banque royale du Canada. Il ne va pas tarder à découvrir la loi impitoyable de la finance. Mais quelle vue! Ça donne envie de monter sur un bateau et de partir au large. Ah, vous savez, quand on travaille ici depuis longtemps, on n'y fait même plus attention. Brad, comment est-ce que tout a commencé? Moi, mon métier, ça a toujours été de faire du trading. Jusqu'en 2007, tout ce que je voyais sur mon écran, que ce soit un achat ou une vente, je pouvais m'y fier à 100%. S'il y avait 10 000 actions disponibles, je faisais une offre pour ces 10 000 actions. Mais à partir de 2007, ce qui s'est passé, c'est que quand je voyais 10 000 actions sur mon écran, le temps de taper ça sur mon clavier, l'ordre partait, et ça me revenait en disant « Vous avez acheté 7 000 actions ». 7 000 actions? Oui, et en 2008, ce n'était plus que 6 000. En 2009, je n'en obtenais plus que 5 000. Plus le temps passait, plus la part de ce que je voyais à l'écran diminuait. Quand je demandais à mon service informatique « Qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur ?» Il me répondait qu'il y avait beaucoup de monde sur le marché et que d'autres personnes voulaient acheter des actions exactement au même instant que moi. Moi, je leur ai dit « Je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais acheter ça, mais je ne vais passer l'ordre que dans 5 secondes. Si pendant que je compte, les actions disparaissent, ok, c'est que nos ordres coïncidaient et que quelqu'un d'autre voulait acheter. » 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est comme ça que vous avez découvert que quelque chose n'allait pas? Oui, on a compté, et c'est seulement quand j'ai appuyé sur Entrée que les offres ont changé. En faisant cela, je leur ai démontré que j'étais le déclencheur. La seule raison pour laquelle les prix augmentaient, c'est que je voulais acheter. C'est comme si quelqu'un lisait vos pensées. Oui, je me suis dit que quelqu'un était beaucoup plus rapide que nous. En fait, ce qui arrive à Brad Katsuyama, c'est un peu comme si une famille faisait la queue pour acheter des places de cinéma. Quelqu'un voit la longue file d'attente, il passe devant tout le monde sans que personne ne s'en aperçoive. Il achète une bonne partie des tickets. Quand vient le tour de la famille, il n'en reste plus assez au guichet. Pour aller voir le film, elle est obligée d'acheter ses places à ce nouvel intermédiaire, mais évidemment un peu plus cher. La banque de Katsuyama perd ainsi des dizaines de millions de dollars. Il décide alors de recruter une équipe pour comprendre qui le devance et surtout comment. L'enquête dure 1 an. Et c'est l'un d'entre eux, Ronan Ryan, qui va découvrir comment leurs concurrents les devancent systématiquement. La solution de l'énigme tient dans une carte qu'il conserve précieusement. Elle indique l'itinéraire des traders haute fréquence. Vous, Ronan, vous ne venez pas de la banque. Non, c'est clair. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de rencontrer Brad et de travailler avec lui? Je travaillais dans les télécoms. Et vous ne connaissiez rien à la bourse? Non, vraiment rien. Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai assisté à une réunion de 3 heures sur le trading algorithmique et j'en suis ressorti en n'ayant pas compris un mot de ce qu'ils avaient dit. Mais ça a été aussi un choc pour Brad parce qu'il a reconnu que lui ne savait pas grand-chose de la technologie utilisée par ses ordinateurs. Alors on a fait donnant-donnant. Toi tu m'enseignes le trading, qui pour moi est du chinois, et moi je vais t'apprendre la technologie à laquelle tu ne comprends rien. Parlez-moi de cette carte. Il y a Manhattan, là c'est Jersey City. Oui, c'est tout le New Jersey. Comme certains le savent, il y a aujourd'hui 11 bourses aux États-Unis et la plupart sont dans 4 bâtiments dans le New Jersey. Et la manière dont vous êtes reliés à ces 4 centrales informatiques, c'est devenu capital pour le trading électronique. Ce que j'ai découvert, c'est que certains ont réussi à prendre un chemin plus court, en suivant les autoroutes, les routes. Enfin, sauf quand il y a des maisons qu'il faut contourner. On ne peut pas y aller à vol d'oiseau, ils utilisent de la fibre optique. Pour avoir cette carte, j'ai dû harceler les opérateurs. Je répétais, dites-moi où passent vos fibres. Je leur ai fait croire que je voulais devenir un client. Dans les télécoms, ces cartes, c'est le nerf de la guerre, ça vaut de l'or. Ils ne les lâchent pas facilement. En jouant au détective, Ronan Ryan a découvert le parcours de ses rivaux. Les ordres de Brad Katsuyama partent de Manhattan et arrivent à une première bourse dans le New Jersey. C'est là que l'attendent les traders haute fréquence. Quand l'ordre de Katsuyama repart pour la bourse suivante, ces traders ultra rapides sont capables de le devancer grâce à leurs fibres et de faire augmenter le prix avant que son ordre n'arrive.
Et c'est pareil avec toutes les bourses de la région. Avec le recul, Brad, vous n'avez pas été un peu naïf? Personne ne pouvait s'apercevoir de ce qui était caché dans l'ombre? Je peux vous garantir qu'on n'a pas été les premiers à découvrir ces fibres secrètes. Peut-être, je sais pas, les 10e ou les 15e. Mais tous ceux qui ont découvert le poteau rose ont voulu en tirer avantage. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, quand un système a des failles, c'est d'utiliser ces failles à son profit. C'est ce que beaucoup ont choisi de faire. C'est comme si vous vous apercevez qu'une machine à sous dans un casino est déréglée, on gagne à tous les coups, et on ne veut le dire à personne. C'est ça le trading haute fréquence. Ces révélations enflamment Wall Street. Certains traders haute fréquence sortent même de leur silence pour l'affronter sur les plateaux télé. Avec nous, Manoj Narang. En 2007, il dirigeait un fonds d'investissement et il a découvert les mêmes couacs sur le marché que Brad Katsuyama. Mais sa réflexion l'a conduit dans une toute autre direction. Manoj Narang a créé une entreprise de trading haute fréquence appelée TradeWorks. On a effectivement remarqué les mêmes choses que Brad en 2007 sur les transactions. Mais plutôt que de hisser le drapeau blanc et dire on se rend, on ne fera jamais partie des gagnants, nous, une petite entreprise de 7 employés, on a décidé d'améliorer notre réseau télécom, de décortiquer tous les textes de la régulation. On a aussi mis à jour tous nos systèmes informatiques. Et devinez quoi, on a vu une amélioration miraculeuse de nos résultats. Pour votre seul profit? Non, pas que nous. On a commercialisé notre technologie. Et aujourd'hui, on génère 5% de tout le marché américain des actions. 5% du marché américain, ça veut dire 300 millions d'actions par jour. Des milliards de dollars brassés. L'entreprise est le seul trader haute fréquence aux États-Unis à avoir accepté de nous recevoir. Leur siège se trouve dans une petite ville du New Jersey. L'immeuble ne paye pas de mine. Nous devons y rencontrer le directeur des stratégies haute fréquence. Une tête. Mani Madjouri est triplement diplômé du MIT, la prestigieuse université. En maths, physique et finance, bien sûr. Voilà l'endroit. Ça ne ressemble pas à une firme de trading, on se croirait plutôt dans une start-up. Ah ouais? Personne n'a de cravate, pas de costume. C'est ça la nouvelle culture d'entreprise. Et donc combien de personnes travaillent ici? 15. Voici donc la tanière des nouveaux loups de Wall Street. Le trading haute fréquence, une activité rigoureuse dans une ambiance plutôt décontractée. On a du mal à le croire. Le jour de notre venue, ces 15 personnes vont voir passer entre leurs mains près de 100 millions d'actions. Pour comprendre, il suffit d'observer les fluctuations d'un titre sur une journée. Regardez ce que l'on voit. Mais en scrutant de plus près, sur une minute par exemple, on discerne des millions de mini-transactions. Ce sont les effets du trading haute fréquence. Toutes les actions achetées par TradeWorks ne vont faire que circuler ici. Chaque soir, en fin de séance, l'entreprise doit avoir tout revendu. Nous, dès qu'on l'a acheté, on revend aussitôt chaque action un tout petit peu plus cher. Ce que rapporte chaque transaction est loin d'être génial. Mais si on les additionne toutes, on fait un bénéfice qu'on va dire acceptable. Sur combien de bourses travaillez-vous simultanément? Aux États-Unis, à tout instant, on est actif sur 20 à 30 bourses. Quand on lui parle des critiques sur son métier, il les balaye d'un revers de la main. Pourquoi est-ce que tant de monde dit que les traders haute fréquence truquent le marché? Que si le marché est biaisé, c'est la faute des traders haute fréquence? Certains voudraient changer le système et revenir en arrière. Mais ma question c'est, qu'est-ce qui vous déplaît vraiment? La technologie mise en place ou juste le fait qu'il y ait des gens sur les marchés qui innovent? Mais vous le savez, la crainte qu'inspirent les traders haute fréquence, c'est la peur des robots. Des robots qui opèrent sur les marchés à la place des êtres humains. Je ne pense pas que les robots prennent le contrôle de quoi que ce soit. Je dis souvent que je suis comme un pilote d'avion de chasse, capable de faire des frappes chirurgicales,
de manière efficace sur les marchés boursiers. Et ça, c'est bien. Désormais, nous sommes dans un monde où la vitesse est essentielle, où avoir une technologie de pointe vous rend meilleur. La technologie rend-elle vraiment l'économie meilleure? Pour Thierry Philipponas, ce n'est pas si évident. Cet ancien trader surveille les bonnes pratiques sur les marchés. Il s'intéresse depuis leur apparition aux robots boursiers. C'est utile à l'économie, le trading haute fréquence? Non. Il n'apporte rien au marché, il ne fait que capter une rente parce qu'il est plus futé, plus rapide, plus technique que les autres. Si on admet que c'est la façon normale de traiter, le marché financier se déconnecte complètement de la notion de valeur d'une entreprise. C'est quoi une action cotée en bourse? C'est une fraction d'une entreprise qui est censée représenter la valeur de cette entreprise. Pour eux, traiter une action X ou une action Y, c'est comme traiter un jeton de casino. Il n'y a aucune différence. Le seul intérêt, c'est que ça s'échange en permanence. On pourrait se dire, après tout, il y a des gens malins qui gagnent de l'argent. Tout va bien. Et moi, ça me va très bien comme raisonnement. Sauf que, si ça se fait au détriment de l'intérêt général étant qu'on a besoin d'une économie qui puisse être financée par les marchés financiers, là, on commence à avoir un problème. C'est par pudeur que vous ne dites pas que c'est une arnaque? Juridiquement, le trading haute fréquence est parfaitement légal. D'un point de vue philosophique, ça consiste à créer un leurre. Voilà, à créer un leurre. Je vous leurre, regardez, il est beau mon prix, vous y allez. Et puis ça va tellement vite qu'on s'en aperçoit peut-être même pas. Ça va tellement vite qu'on s'en aperçoit pas, ou que quand on s'en aperçoit, il est trop tard. Aller toujours plus vite, avec des outils toujours plus sophistiqués. Pour les traders haute fréquence, le rendez-vous à ne pas rater, c'est chaque année, en novembre, à Chicago. 5000 participants bichonnés et pas une seule caméra à part la nôtre. L'endroit est réservé aux businessmen de toute nationalité. Ils s'enthousiasment devant des écrans mystérieux, avec un seul but, faire pleuvoir au plus vite les dollars. Dans leur slogan, une seule obsession, la vitesse. Un trading plus rapide en toute intelligence. Avec un esprit rapide, nous bâtissons un grand futur. Choisir nos services, c'est la garantie d'avoir la plateforme boursière la plus rapide au monde. Pour être le plus rapide au monde, ce commercial a sa botte secrète. Un réseau high-tech pour filer d'une bourse à une autre. Si une société vient nous voir pour dire « Nous voulons une connexion rapide entre un point A et un point B », nous fournissons le réseau pour permettre aux traders haute fréquence d'acheminer leurs ordres dans les data centers des bourses. On fournit un service haute performance qui leur permet de ne pas avoir de lignes engorgées et que leurs informations ne se perdent pas en route. Pour cela, nous avons créé notre propre réseau. Il nous appartient. C'est privé. Personne n'a accès aux données de nos clients. Ces réseaux, on les appelle des dark fibers, autrement dit des fibres noires, des fibres VIP réservées à un seul client. En 2010, une société de télécom va relier directement New York à Chicago, les deux plus grandes places financières du pays. Une fibre privée de 1200 km. Grâce à elle, une information met 6,5 millièmes de seconde pour traverser un tiers des États-Unis. Un chantier pharaonique réalisé dans le plus grand secret. Au milieu du tracé, la Pennsylvanie. Le long de la Nationale 61, ça ne se voit pas tout de suite. De drôles de poteaux coiffés d'un chapeau orange. Tous les 400 mètres, ils jalonnent le parcours. Une fois qu'on les a remarqués, on ne voit que ça. Ils sont tellement visibles qu'on a du mal à croire que c'est secret. Sur l'itinéraire, Sunbury, 10 000 habitants. Vous avez remarqué les petits poteaux orange au bord de la route? Ah, je suppose que c'est pour les conduites de gaz. Par ici, on extrait du gaz, je pense que c'est ça. Comment peut-on relier l'équivalent de Paris à Madrid sans se faire remarquer? Nous sommes en plein pays amish. Cette religion s'oppose à tout progrès technologique. Ça ne devait pas être gagné d'avance. Des négociations ont bien dû avoir lieu et faire le bonheur de certains. Par exemple, pour traverser le plus grand fleuve de l'Est américain qui borde Sunbury.
Nous cherchons à rencontrer le maire. Il est très occupé à présider une cérémonie d'hommage aux pompiers de la ville. Dans ce coin tranquille, on dirait que le temps s'est arrêté. David Persing est le maire de Sunbury depuis 30 ans. Le chantier de la fibre, il s'en souvient vaguement. C'était à l'été 2010. Il accepte de nous montrer là où le câble passe dans sa commune. C'est en bas de cette route, après 2 ou 3 stops. Là en bas, tournez à gauche. Pas trop vite, il peut y avoir des enfants qui jouent dans le coin. Voici le pont, vous pouvez le voir. Ce pont d'1 kilomètre, c'est la porte d'entrée de sa ville. Ils sont où ces fameux tuyaux? Quel tuyau ça peut être? Que pensez-vous de celui qui indique « Attention fibre optique » ? Pour convaincre monsieur le maire, le maître d'œuvre a su trouver les bons arguments. Quand ils sont venus me voir ici à Sunbury, ils m'ont dit « On pourrait passer par d'autres ponts, mais on veut faire affaire avec vous. » J'ai ouvert mes bras et je leur ai dit avec plaisir. L'idée, c'est qu'on aura le droit de se brancher au réseau à 2-3 endroits. Donc, si on veut séduire par exemple une grosse industrie qui veut s'installer et qui a des besoins numériques, nous, on pourra proposer ce service alors que les autres villes alentours ne l'ont pas. Que ce soit la semaine prochaine ou dans 10 ans, cette fibre, c'est une opportunité pour Sunbury. Cette fibre n'aurait que des avantages. Mais ils vous ont dit que cette ligne, c'était avant tout pour la bourse, entre New York et Chicago? Je ne m'en souviens pas du tout, je ne sais plus vraiment s'ils nous ont dit à quoi ça servait. Pour se rafraîchir la mémoire, David Persing propose de jeter un œil au contrat qu'il a signé à l'époque. Bonjour Cheryl, vous me sortez le contrat sur la fibre? Merci. Allons lire ça dans mon bureau. Que dit le contrat sur l'usage réel de cette fibre? L'usage réel de cette fibre? Ce sont des câbles de fibre optique qui servent à la télécommunication. C'est tout? Oui. Moi, ce que j'ai compris, c'est que cela permet au pays entier de bénéficier d'Internet à haut débit. Il n'est jamais question de trading haute fréquence? Non. Non, je vous le répète, le contrat ne parle que de ce qui concerne Sunbury. Il n'y a pas d'explication. Moi, j'ai toujours cru que ça traversait le pays de l'Atlantique au Pacifique. Ils nous versent 14 000 $ par an pour le passage. C'est pas grand-chose. Non, mais la raison pour laquelle c'est pas grand-chose, c'est qu'on sait que tôt ou tard, ça peut nous rapporter beaucoup si on s'y raccorde. Donc, on n'a pas demandé 100 000 $ par an. Ou 1 million, vous l'auriez eu. Oui. Le pari du maire est pour l'instant raté. En 4 ans, aucune industrie nouvelle n'est venue s'installer chez lui. Des milliers de contrats ont ainsi été signés avec des municipalités, des particuliers ou des entreprises qui possèdent des terrains le long du tracé. Pour nous montrer, pas de problème. Quant à parler d'argent... Il vous paye un loyer pour passer sous votre propriété? Je n'ai pas le droit de répondre à cette question. Voir des étrangers poser des questions sur ces installations, ça n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde. Donnez-moi votre passeport. Désolé de faire ça, mais nos concitoyens gardent toujours un œil ouvert sur ce qui se passe en ville. C'est eux qui nous ont alertés de votre présence, alors nous, on doit tout vérifier. Quelques heures après être arrivés, notre équipe a droit à une visite surprise de la police locale. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas des terroristes? Je ne crois pas. Vous n'êtes pas fichés? Ok, merci messieurs. Encore une question, vous serez encore en ville demain? Parce que le temps de faire mon rapport. Juste pour vous dire que je vais devoir passer un appel. La procédure demande que je contacte le FBI. En fait, c'est eux qui diront si tout est en règle. Parce que vous vous intéressez à un réseau de communication. Et ici, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est une question de sécurité nationale. On doit les informer pour être sûr. Entendu? Cette fibre, Alexandre Lemonnier la connaît parfaitement.
tous les traders haute fréquence se sont battus pour en être clients. 300 millions de dollars pour construire un nouveau câble. C'est un investissement assez conséquent, mais il est probable que le coût pour une société de trading à haute fréquence, l'utilisation du câble, soit de l'ordre de 3 à 5 millions de dollars par an. Ce qui peut paraître là aussi beaucoup, mais finalement l'investissement vaut la chandelle. Il y a toujours un marché pour aller plus vite. La fibre souterraine, c'est efficace. Mais selon l'aumônier, il existerait une technologie encore plus rapide. On pourrait boursicoter à la vitesse de la lumière. Il nous conduit en Belgique, en pleine campagne. Là, on cherche un pylône qui appartenait autrefois à l'armée américaine et qui sert aujourd'hui à une société de trading à haute fréquence, Jump Trading, de Chicago, qui a installé des antennes sur ce pylône pour pouvoir faire transiter des données entre les bourses de Francfort et les bourses de Londres. 250 mètres de haut, presque le 3e étage de la Tour Eiffel. Telle une œuvre d'art, ce morceau de métal a vu sa valeur s'envoler. Il y a 2 ans, l'État belge l'a mise en vente. Il en espérait 300 000 €. À la surprise générale, lors de la vente aux enchères dans le hameau, les firmes haute fréquence du monde entier ont débarqué. Le pylône est parti à 5 millions d'euros. Un record en Belgique. Et ça a été le bien public le plus cher, vendu en 2012. Ce pylône n'est que l'avant-garde d'un réseau tout entier. Une armée de tours utilisée par les traders, là encore en toute discrétion. Depuis 1 an, Alexandre Lemonnier les débusque. Un impressionnant tableau de chasse. On dit qu'on a toujours du mal à mettre un visage sur la finance et j'ai trouvé que réfléchir à la cartographie du trading était très intéressant et d'autant que en fait, toutes ces sociétés de trading à haute fréquence ont besoin de quelque part de dominer la nature. L'un de ceux qui dominent le mieux la nature travaille à Paris. Il est très méfiant envers les médias. Après plusieurs semaines d'échanges, il accepte finalement de nous ouvrir les portes de sa société. Stefantic est l'homme le plus rapide au monde. Ancien d'Harvard, il a longtemps créé des logiciels pour la BNP avant de redécouvrir une vieille technologie, les ondes radio. Dans le milieu, on les appelle les micro-ondes. Un jour, j'étais dans mon bureau et j'ai eu cette espèce d'illumination où je me suis dit, mais oui, c'est trop bête. La lumière va beaucoup plus vite dans l'air que dans la fibre. La fibre, on ne peut pas aller tout droit. Donc, on est obligé de suivre les coins des rues, par exemple. Et les micro-ondes, on peut aller tout droit. Et donc, il y a eu une espèce de ruée vers ce nouveau concept, de ruée vers l'or. En 2011, il s'attaque d'abord à la fameuse route New York-Chicago. Il va pulvériser toutes les performances de vitesse. Avec la fibre, c'est 13 millisecondes aller-retour, et nous, c'est 8 millisecondes aller-retour. Donc la différence ne semble pas énorme, mais en 1 milliseconde, des ordinateurs font énormément de choses. Son nouveau défi, rapprocher par les airs les 2 plus grandes bourses d'Europe, Francfort et Londres. On a une tour là, on a une tour là, on a une tour là, on a une tour ici. Et chaque fois que c'est un tout petit peu changé d'angle, on a une tour qui répète le signal. Ici, on est très mécontent de ce petit angle ici qui fait que c'est pas parfaitement parfait. On perd 8 microsecondes. Les microsecondes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres après la virgule. On est quand même les plus rapides, donc c'est pas grave pour le moment. Ces relais à micro-ondes, Stefantic n'a pas le droit de les construire. Il doit les trouver dans le paysage. Nous l'avons convaincu de nous montrer l'un des endroits où il installe en ce moment sa technologie. Le lieu est insolite. La zone portuaire de Dunkerque. 2 techniciens voltigeurs l'accompagnent, d'anciens militaires experts dans les transmissions. Ils doivent intervenir en haut de ce silo à grains monumental, à 100 mètres d'altitude. C'est sa dernière trouvaille. On a un silo à grains incroyable ici, on a une église à Londres qui est vraiment très belle, où on est planqué dans le clocher. Et à Chicago, on est sur le 3e building de la ville, en hauteur. Le toit est facilement accessible, mais les techniciens vont devoir grimper encore plus haut. C'est incroyable, j'adore.
20 mètres d'ascension par vent fort. Mission, aligner ces paraboles récemment installées. Ces énormes antennes, qui font quand même 1,80 m de diamètre, ils doivent les pointer à 0,1 degré de précision pour maximiser le signal qui est reçu en venant de l'Angleterre. Pour faire gagner des millions à coups de clés à molette, il vise la prochaine tour, située à plus de 50 km de l'autre côté de la mer du Nord. Dans cette direction-là, on va vers Londres. Et de l'autre côté, donc dans la direction de l'antenne du haut, nous allons vers Francfort. Le loyer pour cette vue imprenable est confidentiel. Plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Le prix de l'ultra-vitesse. On est passé d'un aller-retour entre Londres et Francfort de l'ordre de 8 millisecondes à un aller-retour de l'ordre de 4 millisecondes. La fibre, les micro-ondes, c'est déjà rapide. Mais il y a une dernière astuce qu'ont trouvé les traders haute fréquence. Il est possible de gagner encore quelques millièmes de seconde. Ces traders se sont installés à l'intérieur même des places boursières. Contre 25 000 euros par mois, ils louent des box au plus près du serveur de la bourse pour y placer leurs propres ordinateurs. On appelle ça la colocation. Et pour que personne ne soit désavantagé, on vérifie au millimètre près que la longueur du câble est la même pour tout le monde. Comment en est-on arrivé là? La vitesse, ça ne date pas d'hier, c'est même aussi ancien que la bourse. Il y a d'abord eu les pigeons voyageurs, ensuite le télégraphe, et puis le téléphone, les pneumatiques aussi, et même les patins à roulettes. Toutes sortes d'inventions. Mais c'est l'ordinateur qui va tout bouleverser. Plus possible de revenir en arrière. Le premier à l'avoir compris est devenu richissime. Certains voient en lui le père du trading haute fréquence. Ce milliardaire habite à 60 km au nord de New York, près de Banksville. Ça ne s'invente pas. Pour le rejoindre, il faut passer une première barrière. Puis 2 km plus loin, une deuxième. On aperçoit d'immenses écuries. Ce n'est pas dans son discret manoir de 2500 mètres carrés caché parmi les arbres qu'il nous a conviés. Plutôt dans sa petite dépendance qui lui sert de bureau au fond du jardin. Celui qui nous rejoint tranquillement est une légende, comme seule l'Amérique s'étant créée. Thomas Peterffy fait partie des 150 personnes les plus riches de la planète. Fortune estimée, plus de 10 milliards de dollars. C'est ça le rêve américain? Non, c'est le rêve hongrois. Ce Hongrois a fui le communisme en 1965. Il a 21 ans quand il débarque aux États-Unis. Comme je ne parlais pas anglais, je me suis dit qu'apprendre le langage informatique serait plus simple pour moi que de prendre des cours d'anglais. Thomas Peterffy fait aussitôt ses armes sur cette machine, une Programma 101. Il devient programmeur et met ses talents au service de courtiers de Wall Street. En 1983, il va avoir une idée de génie. Je me suis dit qu'il fallait que je réussisse à mettre mes programmes dans une sorte d'ordinateur portable. Et c'est ce que je vais vous montrer. Cette machine qui a changé sa vie et la bourse, il la conserve religieusement dans son antre. La réussite s'y affiche insolemment. Ce courbet, je l'ai eu pour pas cher. 80 000 ou 400 000 $. Je ne me souviens plus. Ma tablette, elle ressemble exactement à ça. C'est la première que j'ai créée. Elle a une puce à l'intérieur qui pouvait calculer les cotations en temps réel et les afficher sur l'écran.
Quand on appuyait dessus, l'ordinateur comprenait qu'on venait d'acheter ou de vendre une action. Certains pensaient que je n'aurais pas dû être autorisé à l'utiliser. D'autres que ce n'était pas grave, que de toute façon ça ne marcherait pas. Mais ça a très bien marché, pendant très longtemps. Une tablette tactile, presque 30 ans avant celle qu'on connaît aujourd'hui. 4 ans plus tard, en 1987, nouvelle étape. Il invente un ordinateur qui achète et vend des actions tout seul. Même plus besoin d'humains. Un jour, un contrôleur du Nasdaq est venu dans nos bureaux. Il s'attendait à trouver un open space avec une flopée de traders au travail. Il rentre dans la pièce et il n'y a personne. Alors il dit, d'où viennent toutes ces transactions, comment vous faites? Je lui réponds, c'est juste cet ordinateur qui fait tout le boulot. Il réfléchit pendant un moment et il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Je lui dis, pourquoi pas? Il prend le règlement et il trouve la petite ligne qui stipule que tout ordre doit être entré en utilisant un clavier. Alors il dit, je vais revenir dans 2 semaines. D'ici là, soit vous arrêtez votre activité, soit vous embauchez des traders. Mais je veux que les ordres soient rentrés grâce à un clavier. Le type revient 2 semaines plus tard, et ce qu'il a vu, c'est un clavier recouvert d'une boîte équipée de pistons. Les pistons étaient actionnés par un autre ordinateur. En fait, c'était un automate dactylo. Ça faisait un bruit de mitraillette. Le type était totalement désarçonné. Il a regardé ça, il n'y croyait pas. Au bout d'un moment, il a tourné les talons et on n'a plus jamais entendu parler de lui. À partir de là, je crois qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient pas éternellement se mettre en travers du progrès technologique. Des machines qui fonctionnent toutes seules, des tablettes pour les traders. Comme tous les grands inventeurs, Thomas Peterffy va être rapidement copié. C'est des vieux machins. Quand je mourrai, ça finira à la poubelle. L'ordinateur va s'imposer. Après une série de scandales impliquant des courtiers en chair et en os, les autorités se laissent convertir à l'informatique. Plus fiable, plus transparente. Avec elle, il y aurait moins de triche. Surtout, au début des années 2000, le système va muter. Les bourses vont être privatisées, devenir des entreprises concurrentes. N'importe qui peut en créer une. En Europe, par exemple, de 40 plateformes d'échange, on passe à 267. Pour favoriser la libre concurrence, en 2007, les règles deviennent très permissives. C'est la naissance officielle du trading haute fréquence. Dans ce nouveau monde électronique, tout le monde se lance dans l'ultra-vitesse. Certains n'ont pas su s'adapter. Les robots ont eu leur peau. Dans un coin tranquille de Long Island, nous allons rencontrer l'ancien chef des courtiers d'une des plus célèbres banques au monde, la Bank of America. Danny O'Donnell, il a passé 25 ans sur le parquet de la bourse de New York. Danny O'Donnell. Ali Badou, nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for coming today. Pour découvrir son nouveau bureau, il faut prendre le bateau. Prêt pour un tour en bateau? Bien sûr. Vous en faites tous les jours? Tous les jours et tous les soirs. Je l'ai appelé volatilité. Racontez-moi pourquoi. Quand vous êtes vieux comme moi, vous savez pertinemment que quand le marché n'arrête pas de monter et descendre, c'est là qu'on se fait le plus d'argent. Si ça bouge pas, il n'y a rien à se faire. Et moi, j'ai toujours aimé spéculer quand le marché est très volatile et que c'est la bagarre. La bagarre, c'est ce qui a toujours plu à Danny O'Donnell dans la finance. Il a gravi tous les échelons un à un. Mais ça, c'est du passé. C'est quand même mieux qu'1 heure et demie de métro par jour, non? De l'autre côté de la baie, à l'entrée d'une marina, son quotidien aujourd'hui, c'est son restaurant, les Trois Palmiers. Un hommage à sa deuxième passion, le surf. Venez, suivez-moi. Bienvenue.
Ça, c'est notre bar. On a fait une planche de surf de 6 mètres de long. Allez, je vous montre le reste du restaurant. C'est quoi ça? Un souvenir? Ça, c'est le strapontin sur lequel je me suis assis pendant 25 ans dans la fosse de la Bourse de New York. C'était mon compagnon de tous les jours. J'ai le droit de m'asseoir? Oui, bien sûr. Ça va pas se casser. C'est sympa, c'est une petite attraction. C'est le seul vestige ici de ma carrière à Wall Street. 3 ans qu'il a refermé définitivement le strapontin. Mais Danny O'Donnell fait toujours dans la liquidité. À l'heure du marché, il gère sa brigade comme une troupe de traders. Ça va, Ben? Le poisson, les prix sont bien cette semaine? Ils sont en baisse en fait. C'est bien ça, on va en faire des plats du jour cette semaine. Si le cours du filet mignon est à la hausse, à ce moment-là, il vaut mieux le retirer du menu. Si le bar sauvage est à la baisse, alors on va tout faire pour le mettre en avant auprès des clients. Ça nous fera une belle marge et donc des bénéfices. Vous fonctionnez comme ça? Bien sûr, tous les jours. On est là pour ça, non? C'est comme à Wall Street. Sauf que mon nouveau boss est bien plus dur que l'ancien. C'est ma femme. S'il a quitté la bourse, ce n'est pas seulement pour avoir la belle vie. Les machines l'y ont poussé. Fini l'adrénaline et le flair du trader. Ça vous a écœuré cette nouvelle façon de faire du business? Nous, ça restait intelligible pour l'esprit humain. Avant, quand vous aviez une info avant les autres à la bourse, ça vous permettait de gagner de l'argent en étant les premiers à faire une belle opération. Alors que là, c'est sûr, ils sont rapides, mais c'est uniquement pour nous piquer notre info et nous court-circuiter au moment de l'achat. Vous avez l'impression d'avoir été remplacé par des ordinateurs? Absolument, aucun doute là-dessus. Pas de doute. Dans ce domaine, je suis devenu un dinosaure à l'âge de 47 ans. Peut-être que l'homme n'a pas besoin d'intervenir tout le temps, mais parfois c'est utile d'avoir quelqu'un qui puisse dire « Qu'est-ce qui se passe ici? Les ordinateurs sont-ils devenus fous ?» Il y a les dinosaures et ceux qui les ont remplacés. Des mathématiciens. Ceux qui rendent les ordinateurs malins. Ce sont eux les nouveaux maîtres de la finance. C'est à Paris que les meilleurs sont formés. Qu'est-ce qui se passe si vous mesurez la corrélation du Bund et du Bobble? Si vous mesurez la corrélation du Bund et du Bobble sur ce jeu d'actifs, vous allez trouver 0. D'accord. Avant, on n'avait pas des données toutes les millisecondes. Parfois, vous pouvez dire dans des articles, on dit oui, notre modèle permet de reproduire l'effet de Hepps. Ouais, enfin, heureusement, n'importe quel modèle raisonnable va faire ça. Bienvenue au Master Probabilité et Finance de Polytechnique et Paris 6. D'accord. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. Ce cours s'adresse aux plus brillants étudiants de leur génération en mathématiques. Ils viennent du monde entier, écoles d'ingénieurs, d'informatique et même d'aéronautique. Il y a quelques mois, ils ne connaissaient rien à la bourse. Désormais, certains s'y voient déjà. J'aimerais bien faire du haute fréquence, à rejoindre l'informatique, les mathématiques, la statistique, les comportements économiques. Vous avez déjà le costume? Oui, je passe un entretien, donc... Pour une boîte de trading haute fréquence? Ouais. Exact. C'est un secteur qui finalement en ce moment embauche pas mal parce qu'il y a plein de nouveaux problèmes qui arrivent avec l'électronisation des marchés qui est assez récente. On a plein d'opportunités d'emploi. Et ça paye bien? J'aime bien. Non, c'est une bonne question. Une bonne question qui se heurte déjà à la culture du silence chère aux banquiers. Ils gagneront environ 10 000 € par mois, une somme qui triplera dans les 5 ans. Et pour les meilleurs, ce sera beaucoup plus. Ce salaire élevé repose sur leur faculté à créer des algorithmes, des formules mathématiques qui donnent vie aux robots traders. Un algorithme de trading, c'est simplement un programme informatique qui va essayer de réaliser au mieux les transactions en vue de la demande d'un client. L'algorithme, il va faire la même chose que l'homme, sauf qu'il le fait plus vite et qu'il a une capacité d'intégration du contexte de marché, il a une capacité d'intégration de l'information donnée par les données beaucoup plus importante que celle de l'homme. Le souci, c'est qu'avec ces logiciels, on peut perdre le contact avec l'économie réelle. Viser une compagnie d'aviation ou un marchand de yaourt, l'algorithme s'en fiche. Il ne faut pas se le cacher, et ça c'est peut-être une des problématiques, une des dérives de la haute fréquence. Il y a un certain nombre des investisseurs de marché qui n'ont en un sens aucune idée de ceux qui sont en train d'acheter et ceux qui sont en train de vendre. Ils agissent juste sur des phénomènes statistiques, algorithmiques. Dans cette bataille, toutes les firmes vont créer leurs propres algorithmes. À chacun son super soldat. Ils ont des noms bizarres et menaçants. Guérilla, Sumo, Ninja.
Sniffer tente sans cesse de repérer les autres. Iceberg essaye de lui échapper, sans se faire croquer par Shark. La plupart sont auto-apprenants. Ils sont capables de s'auto-améliorer en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Certains sont autorisés, d'autres complètement hors la loi. Certains étudiants peuvent travailler dans certaines fibres de haute fréquence qui ont une forme de mauvaise pratique. Donc on a plusieurs cours de régulation afin que les élèves soient conscients de l'illégalité de certaines pratiques. Ensuite, c'est comme si je vous disais, quand on fait un cours de chimie, on ne va pas dire aux étudiants « attention, vous pouvez fabriquer une bombe atomique ». C'est ça. Sur les marchés, les algorithmes, légaux ou non, se comptent en dizaines de milliers. Un bouillon de culture presque impossible à comprendre, même par les acteurs du marché. Si on voulait avoir une vue globale de l'interaction de tous ces agents algorithmiques pendant une seule journée de trading dans le monde entier, il faudrait récupérer toutes les données sur toutes les cotations, les transactions de tous ces marchés, ce qui, je pense, représenterait en termes de données plusieurs milliers de fois la Bibliothèque nationale de France. Dans ce brouillard, il devient plus facile de commettre des délits qui passeront inaperçus. Ces délits, un homme les piste. Nous le retrouvons dans la banlieue de Chicago. Eric Hunsider est le seul à observer en toute indépendance le marché américain. Sa société, connue dans le monde entier, se trouve au-dessus d'un petit salon de coiffure, manucure, pédicure. Fais-moi ce réglage-là, c'est bien. Monte-le jusqu'à 10 millisecondes. Tu devrais le voir monter. Ah non, ça redescend. Cet expert informatique a tout d'un geek. Son laboratoire est un minuscule appartement où le maître des lieux circule en charentaise. Il s'est donné pour mission de pallier la faiblesse du gendarme boursier, totalement dépassé par les nouvelles technologies. C'est comme si on était sur une autoroute. Vous savez, sur nos routes américaines, bon, on a une limitation de vitesse. Et les gens respectent les limitations de vitesse, non pas parce qu'il y a un panneau, mais parce qu'ils ont peur de prendre une amende. Alors, imaginez, si vous savez que la police ne fait jamais de contrôle, que se passera-t-il au bout d'un an? Tout le monde roulera à fond la caisse. Et c'est exactement ce qui se passe sur les marchés. Il n'y a pas de police. Au milieu du désordre, dans une des pièces de son appartement, ses serveurs. Il y archive depuis 10 ans de très nombreuses séances des bourses américaines. Et voilà mon bureau. 16 heures par jour, il scrute ses 4 écrans où défilent à la milliseconde les séances de la bourse, détectant chaque anomalie, chaque manipulation. Son expertise, il la vend à tous les plus gros investisseurs qui se méfient des marchés. Eric Hunsider est la bête noire des traders haute fréquence. Les algorithmes sont fourbes. Ils vont grappiller des sommes, lentement. Et du coup, c'est dur de pouvoir dire « Hey, ce gars-là vient de m'arnaquer. Je n'ai pas été capable d'obtenir ce que j'aurais dû avoir. » Les gens des fonds d'investissement traditionnels, ils voient bien, d'expérience, que quelque chose ne tourne pas rond. La bourse n'est pas très active et quand j'y vais, tout d'un coup, les prix augmentent, alors que je n'ai presque rien fait. Ils n'ont plus du tout confiance. Ça veut dire que le marché est truqué? Oui, absolument. Je crois qu'on peut dire ça, c'est vraiment le mot. En France, certains s'intéressent aussi à décrypter ces abus. Robert Hera est expert informatique. Il étudie les algorithmes boursiers depuis 5 ans. Il y a une pratique qu'il aime particulièrement. C'est ce qu'on appelle le quote stuffing. Quote stuffing, ça veut dire bourrage d'ordre. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans un restaurant, vous arrivez à 15, vous commandez 15 entrées, et au moment où le cuisinier prépare la première, vous rappelez le serveur en disant « j'ai changé d'avis, je veux pas d'entrée ». Vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À votre avis, à combien de fois faut-il le faire pour que vous vous fassiez virer du restaurant? Bon, le quote stuffing, c'est ça. Vous dites « j'achète 10 actions de cette société », puis un millième de seconde après, vous dites « non, finalement, j'en veux pas ». Donc vous avez
Vous créez du bruit. Alors ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une attaque par la complexité. C'est-à-dire que vous allez faire perdre du temps aux logiciels des autres sociétés qui vont devoir analyser tous ces ordres sans savoir lesquels vont être effectivement passés. Donc les logiciels passent beaucoup plus de temps à faire ça qu'à réellement passer des ordres, parce que plus de 90% des ordres du marché sont de faux ordres, en fait, du code stuffing. En donnant de plus en plus d'autonomie à leurs algorithmes, les traders haute fréquence ajoutent de la confusion. Ils mettent peu à peu en danger tout le système boursier. La finance mondiale va ainsi connaître son premier crash électronique. Nous sommes le 6 mai 2010, en milieu de journée. Quelques minutes qui vont changer la vie de Dave Lauer. À l'époque, ce jeune talent de l'informatique invente des codes pour un grand fonds d'investissement. Ça a été une journée de dingue. Le marché était déjà assez volatile. La télé diffusait en boucle les émeutes en Grèce. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment en Grèce. C'est du direct, ce n'est pas un enregistrement, c'est maintenant. On avait CNBC au travail. J'ai levé la tête et d'un coup, le Dow Jones a chuté de 100 points. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. La chute a commencé à 14h42 minutes 44 secondes, comme on peut le voir juste là. Tous les signaux sont passés au rouge. Toutes les actions sont parties à la baisse. Je suis allé voir mon chef et je lui ai dit, le marché vient encore de perdre 200 points en 2 minutes. Je crois qu'il se passe quelque chose. Il a regardé la télé, il s'est mis à réfléchir. Tout dégringolait. Comme dans tout krach financier, il y a un effet d'emballement collectif. Le marché s'est mis à dérailler totalement. Tout d'un coup, certaines actions plongeaient à zéro, d'autres grimpaient à $1000. En moins de 2 secondes, une valeur boursière très solide comme Walmart a décroché de 5%. Procter & Gamble a déjà perdu 25%. Ne faites pas attention à ça, c'est impossible que ça reflète la réalité. J'ai immédiatement appelé mes traders pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Ils étaient littéralement pétrifiés. Ils m'ont dit, on n'en a aucune idée. Un des patrons de la boîte arrive et hurle, débranchez tout, cassez-vous des marchés. Alors tout le monde se précipite pour quitter les logiciels, éteindre les machines. À partir du moment où plusieurs centaines de firmes se retirent du marché parce qu'elles commencent à perdre beaucoup d'argent, le marché s'effondre. J'en vois beaucoup qui paniquent. Avec la chute, il y en a même qui veulent acheter de l'or pour assurer leurs arrières. À ce stade-là, on a vraiment cru que le système entier pourrait s'effondrer. À un certain moment, le plus grand marché de Chicago a décidé de stopper toutes les transactions. D'un seul coup, tout s'est effacé. Il n'y avait plus d'achat ou de vente, le marché a disparu. Personne ne savait plus quoi faire. Ça n'a pas duré longtemps, mais je peux vous dire que ces quelques secondes ont été traumatisantes. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. On n'avait même jamais imaginé que le marché puisse disparaître d'un coup. Ils ont utilisé un disjoncteur qui a tout arrêté pendant 5 secondes. Pas plus. Quand ils ont rallumé, les cours ont remonté peu à peu à leur niveau. Le fait de stopper toutes les machines pendant 5 secondes a permis, probablement, à ces algorithmes de repartir sur des bases un peu plus saines. Ce crash n'aura duré que 5 minutes, mais c'est la chute la plus énorme de l'histoire de la bourse. Les cours ont plongé de 1000 milliards de dollars, 3 fois le budget de la France avant de remonter. Un traumatisme pour les marchés qui a fait la une des JT. La bourse de New York a connu un vent de panique ce soir. Que se passe-t-il sur les marchés financiers? Tempête sur les marchés boursiers. Qui est responsable de cet immense raté? Dans un premier temps, le coupable est tout trouvé. Cette nuit, outre la crise elle-même, l'erreur d'un trader a complètement accentué le phénomène. Tout semble avoir commencé avec l'erreur d'un trader qui vend des actions pour $1 milliard alors qu'il ne voulait en vendre que pour 1 million. Un vent de panique qui serait dû à l'erreur d'un trader qui aurait confondu millions et milliards en passant un ordre. J'ai entendu parler de la rumeur du gros doigt, soi-disant un trader s'était trompé de touche et avait lancé un ordre de 4 milliards au lieu de 4 millions. Imaginez que quelqu'un a fait un logiciel qui soit aussi sensible à une erreur de frappe, c'est difficile à croire. Effectivement, après des mois d'enquête, pas d'erreur de frappe à l'horizon. Selon le rapport final des autorités, le déclencheur serait en fait l'algorithme d'un grand gérant de fonds du Midwest. Il aurait vendu beaucoup trop d'actions en même temps, provoquant d'un seul coup une propagation sur tous les marchés. Les machines ont paniqué.
Compte tenu de la rapidité des transactions financières, on a appelé ça un flash crash. Personne ne peut comprendre ce qui a causé le flash crash. La complexité engendrée par tous ces algorithmes qui interagissent entre eux, je pense que personne ne peut la comprendre. La patronne du gendarme boursier américain a dit, alors soit le soir même, soit le lendemain, avec mon anglais francisé, We are outgunned against supercomputers, ce qui peut se traduire par nous sommes, je dirais, totalement désarmés devant les supercalculateurs. C'est une déclaration spontanée de panique. On sent que là, le monstre qu'ils ont créé est en train de leur échapper. Au final, 150 millions de dollars se seront tout de même évaporés. Aucune sanction n'a été prise. Dave Lauer, lui, écœuré, a démissionné après le flash crash. J'ai toujours vu la technologie comme un moyen d'améliorer le monde. Et soudainement, ce qu'on avait créé allait dans la direction opposée. Ça m'a convaincu qu'on ne faisait pas du bien à l'économie. Et moi, ce dont j'ai besoin, c'est de travailler sur quelque chose de constructif. Le flash crash n'était qu'un début. Il y aurait des milliers d'accidents de ce genre chaque année, plus ou moins graves. Mars 2012, l'entreprise BATS entre en bourse. Après seulement 1 seconde de cotation, l'action plonge de 15 $ à 0. Août de la même année, 450 millions de dollars perdus en une demi-heure à cause d'un algorithme pas du tout mis à jour. Encore plus étonnant, en 2013, un faux tweet de l'agence de presse AP annonce un attentat contre Obama. Les ordinateurs vont paniquer. En 2 minutes, la bourse chute de 150 milliards de dollars avant de remonter. Mais l'exemple le plus fameux concerne une entreprise qu'on connaît tous, Facebook. En 2012, c'est l'événement boursier de l'année. La firme entre au Nasdaq. Des milliers d'algorithmes se ruent dessus dès la première milliseconde de cotation. Sous cet assaut, les serveurs de la bourse sautent. La cotation sera d'abord retardée de 30 minutes, puis suspendue un peu plus tard, le temps de tout redémarrer. N'oubliez pas, restez concentrés, gardez le cap. Malgré le sourire de Mark Zuckerberg, c'est un fiasco total qui fragilisera le cours de l'action dans les semaines suivantes. Cette série de défaillances va alerter jusqu'aux plus hautes sphères de l'État américain. Est-il possible de maîtriser le trading haute fréquence? Le Sénat s'empare du sujet et convoque de nombreuses auditions. Une société de trading haute fréquence, Virtu, a divulgué qu'en 1238 jours de trading, elle avait gagné de l'argent 1237 fois. Ce qui signifie qu'en presque 5 ans de spéculation, l'entreprise a fini gagnante tous les soirs, à part une fois. C'est pas ça la bourse. Les traders haute fréquence font de l'argent non pas en prenant des risques, mais bien en ponctionnant une petite somme aux investisseurs, des millions de fois par jour. Du coup, la question c'est, est-ce qu'ils rendent un service en échange de cette dîme ou est-ce qu'ils dépouillent tout bonnement les investisseurs? Cette commission du Sénat va entendre tous les protagonistes. Courtiers, fonds d'investissement haute fréquence, patrons des bourses du pays. Et aussi un repenti, un certain Dave Lauer. Les systèmes complexes échouent toujours. Ils devraient être conçus pour fonctionner harmonieusement et non pour se cracher. Comment les petits épargnants, disons, par exemple, si moi je peux acheter des actions, comment je peux rivaliser? Est-ce que je peux? Non, vous ne pouvez pas. Est-ce que ça ne pose pas la question de la confiance sur les marchés? On a vraiment besoin de plus de transparence. Moi, je pense qu'il faut plus d'analyse des bases de données. On n'arrête pas d'en parler, mais des outils efficaces pour vraiment analyser tout ça n'ont toujours pas été créés. Les outils du régulateur sont dépassés, ils n'ont pas la capacité de voir ce qui se passe en temps réel. Le monde de la finance lui-même se demande s'il ne faudrait pas commencer à encadrer un peu mieux ce bazar. 3 mois plus tard, à New York, dans un loft immense, des rencontres sont organisées. Du speed dating avec des speed traders. Dave Lauer, encore lui, a été invité à débattre. Mais il n'est pas le seul.
Hey Dave, how are you? Stéphane Tick, l'installateur d'antennes ultra rapides, a aussi fait le voyage depuis Paris pour défendre son business et faire des propositions pour un tout petit peu moins d'opacité. J'essaye d'apporter ma vision d'un acteur, certes extérieur, mais qui comprend pas mal comment ça se passe. Thank you very much. You need transparent markets, and why do you need that? Because being fair is not sufficient. You need to be recognized by the public at large as being fair. Il réserve à la salle une petite surprise. Tout le monde va devoir répondre à la fameuse question: le marché est-il truqué? A small majority is in favor of not rigged, but we still have a third saying it's rigged. Un tiers de la profession présente ici ne croit plus dans le système, à cause des traders haute fréquence. Le Français va devoir faire face aux critiques. Moi, je négocie 100 millions d'actions par an. Et je vais vous dire mon ressenti. Ce qui a l'air d'un petit avantage ne l'est pas du tout. C'est un gros avantage. C'est tout un business. Les traders haute fréquence se font 28 milliards de dollars chaque année. Les débats sont lancés. À la table numéro 5, Dave Lauer, le repenti, se retrouve face à l'un des plus importants traders haute fréquence américains. Il ne nous est pas inconnu. Ce n'est autre que Manny Maggiore. Vous ne pensez pas que la course à l'hyper-vitesse et les investissements énormes que ça demande, c'est de l'argent gâché? À un moment, il faut se demander, c'est quoi l'intérêt de gratter encore 10 millionièmes de seconde? Avant, faut pas oublier qu'il y avait une collusion flagrante entre les courtiers humains. On n'avait pas ses chances. C'était la jungle. Vous pensez qu'on peut changer les choses? C'est difficile à dire. Il y a pas mal de gens qui bataillent pour maintenir les choses comme elles sont ou faire le minimum de concessions. Mais je ne m'impliquerais pas autant dans ce débat si je ne pensais pas qu'il y a une chance acceptable de réussir. Les débats finiront tard ce soir-là. Enfin, sur le yacht d'un des participants quand même. Au pied des tours de Manhattan. L'autorité boursière américaine, la SEC, commence aussi à se bouger. Elle a lancé un appel d'offres pour s'équiper d'un logiciel qui permettrait de tout voir des marchés. Midas. Mais le gagnant est très loin de faire l'unanimité. Le problème technique est que pour qu'une société puisse construire un tel logiciel, il faut que cette société connaisse très bien les marchés financiers. Et qui d'autre qu'un trader à haute fréquence connaît aussi bien les marchés financiers. Donc au final, la SEC a décidé de confier la réalisation de ce logiciel, cette machine de surveillance, à un des plus éminents traders à haute fréquence américains. Donc voilà, là il y a clairement un conflit d'intérêts. C'est une firme de trading haute fréquence qui sait exactement ce que la SEC peut voir. Moi, si j'avais la main sur ces données, je saurais précisément ce qu'ils peuvent voir et surtout ne pas voir. Je me ferais plein d'argent en conseillant des boîtes. Hey, ils verront jamais ça. Ou alors, faites gaffe parce que ça, par contre, ils sont capables de le voir. Midas, c'est ça. Un logiciel qui enregistre les millions de transactions d'une journée. Et l'entreprise qui l'a créé, TradeWorks. Certains disent que vous êtes à la fois juge et partie. Vous savez, il y a eu un appel d'offres très exigeant pour choisir celui qui devait s'en occuper. Et on a bien fait attention à séparer Midas de notre activité quotidienne de trading. Je pense vraiment que c'est une critique infondée. Il y a quelque chose de totalement impartial avec les données. En aucun cas, on oriente les chiffres ou on incite à les regarder d'une certaine manière. Il y a un autre problème avec Midas, c'est qu'il ne permet de scruter qu'un tout petit bout de la bourse. Midas ne s'occupe que des marchés d'actions. Voilà, vous êtes au New York Stock Exchange, vous achetez du Apple, du IBM, ce que vous voulez. Or, les marchés d'actions sont désormais beaucoup plus petits que d'autres types de marchés, type dérivés, options, je ne sais pas, matières premières ou devises. Donc, est-ce que ce logiciel peut donner une idée générale de ce qui se passe, ne serait-ce que dans une journée? La réponse est clairement non.
La France ferait-elle mieux? Peut-elle contrôler l'essor du trading haute fréquence? Nous avons rendez-vous avec le gendarme de la bourse française, l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Bien, bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Gérard Ramex est à sa tête depuis 3 ans. Parmi les sujets de préoccupation, les risques qui inquiètent dans le trading haute fréquence, il y a ce qu'on appelle les flash crash. Il y en a eu en France? On n'a pas eu de flash crash comparable à celui des États-Unis il y a quelques années, de 2010, mais on a régulièrement sur tel ou tel titre à un moment des décalages qui sont anormaux et qui proviennent du dysfonctionnement de la formation des prix dus à des algorithmes. Ça, c'est exact. Et ça vous inquiète? Ah oui, c'est assez inquiétant. Et est-ce qu'il y a un risque de perte de confiance des investisseurs? Les grands gérants actions, et pas seulement en France, sont très négatifs, à ma connaissance, à l'égard du trading haute fréquence. Il y a ces grands fonds dont vous venez de parler, et personne ne pleurera sur leur sort? Personne ne pleurera sur leur sort, sauf vous et moi, si on a mis notre argent dans un de ces fonds. Parce qu'en fait, ils ne gèrent pas leur argent, ils gèrent l'argent de tout le monde. Donc si vous avez de l'assurance vie avec des unités de compte, eh bien, votre performance sera un peu moindre parce que l'exécution des ordres aura été un peu moins bonne. À l'AMF, on s'intéresse de plus en plus à ces traders haute fréquence. Laurent Combourieux dirige la cellule qui traque les manipulations. Sur ces 30 enquêteurs, 3 travaillent désormais spécifiquement à les pister. Comment est-ce qu'on enquête sur le trading haute fréquence? On a mis en place des serveurs spécifiques avec des bases de données, on a des bases de plusieurs téraoctets de données. Par exemple, dans une enquête, on est amené à gérer 1,5 milliard d'ordres. Pour décrire ce qui s'est passé pendant 20 millisecondes. 20 millisecondes, ça représente un dixième du temps que vous mettez pour cligner des yeux, par exemple, d'accord? Et ben, il nous faut à peu près 20 pages de description dans un rapport d'enquête, d'accord? Ah, sachant qu'une séance de bourse, ça commence à 9h, elle finit à 17h30, donc c'est beaucoup de millisecondes. C'est très compliqué de demander son algorithme à une boîte de trading haute fréquence. Ah oui, c'est sûr qu'ils ne vous le donnent pas spontanément. C'est comme demander à Google son moteur de référencement, ils ne vont pas vous le donner spontanément. Et puis après, si vous voulez, nous on est en enquête, donc on est sur des faits passés, il faut trouver l'algorithme qui fonctionnait, qui était en service au moment qui nous intéresse, pas l'algorithme qui tourne aujourd'hui. Alors, il faut savoir que les traders haute fréquence, ils ajustent les algorithmes. En permanence. En permanence. Donc, il faut connaître les paramètres de l'époque des faits, quoi. Sinon, ça sert à rien, quoi. Et dans les cas passés, on a dû comprendre ce que faisait l'algorithme. C'est pour ça qu'on a mis un certain temps. Mais on a fini par comprendre. Donc là, vous avez un trader haute fréquence qui, sur un titre du CAC 40, lors d'une séance de négociation de ce titre, a annulé 114 600 fois ses ordres pendant donc une journée de négociation. 114 600 annulations entre 9h et 17h30 sur un cours de bourse. Vous êtes parmi les rares à aller chercher, à enquêter là-dessus? Bah oui, parce que... Parmi les gendarmes boursiers mondiaux. Ouais, ça peut vous paraître idiot, mais il y a beaucoup de régulateurs qui bossent avec Excel. Avec le logiciel Excel. Voilà. Et Excel, c'est limité à 1 million de lignes. Alors, quand vous avez un trader haute fréquence qui passe 1 million d'ordres par jour, donc quand vous avez rempli une journée de bourse, Excel, il est saturé. Saturé. Donc déjà, voilà. Mais pas évident votre boulot, hein. Non, ça je vous remercie. C'est pas tout à fait évident, mais c'est passionnant aussi. Ouais. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 3-4 ans, quoi. En 8 ans, seules 2 enquêtes ont abouti et il y a de toutes petites amendes. En fait, rien ne pourra vraiment changer si on n'impose pas une nouvelle règle du jeu commune à tout le continent. À Bruxelles, à 2 pas des institutions européennes, Benoît Lallemand travaille pour l'ONG Finance Watch. Depuis des mois, il plaide pour une réforme totale de la bourse dans des groupes de travail parfois interminables. Les traders haute fréquence, tout leur modèle économique tourne autour du fait de mettre des ordres sur les marchés, des millions d'ordres chaque minute ou chaque heure, et de les modifier ou de les annuler constamment. Si maintenant on met une taxe sur les messages financiers, de l'ordre du centime ou même du dixième de centime d'euro, du jour au lendemain, ça rend juste non viable du point de vue économique un modèle qui est fondé sur la manipulation de marché. Quand vous proposez ce genre de mesures, vous avez évidemment des acteurs qui vous disent ben non, ça va avoir un impact sur le marché. Évidemment, c'est ce qu'on voudrait. On en est encore très loin au niveau européen. Il y a un an, les eurodéputés ont bien voté le principe d'une plus grande transparence de la haute fréquence. Mais toutes les normes techniques du texte doivent encore être discutées. Une grosse bataille s'annonce pour Benoît Lallemand.
Ben ça fait 1200 pages en fait. C'est pas du tout du langage facile à comprendre. Donc c'est du langage très pénible, très technique. Et même pour des gens qui viennent des marchés ou des banques, comme c'est le cas des employés de Finance Watch, il y a pas mal de formules. Le diable est dans les détails. Donc il y a des décisions qui ont été prises au niveau législatif. Et maintenant la façon dont ça va être appliqué, l'endroit où on met le curseur, va faire la différence entre une loi qui servira à rien du tout et où le trading à haute fréquence ne sera pas du tout impacté, et au contraire une situation où vraiment on va voir une vraie réglementation. En face, ils sont des armées d'avocats qui ne font que ça. Le combat va encore durer des mois. La loi n'entrera pas en vigueur avant 2017. Pour rencontrer ses adversaires, nous avons contacté des dizaines de firmes haute fréquence en Europe, mais aussi des banques françaises qui se lancent dans l'ultra-vitesse. Mais dans le milieu, le silence est la règle d'or. Après des mois de négociations, un professionnel hollandais s'est finalement laissé convaincre. Remco Lenterman est considéré comme le lobbyiste en chef du trading haute fréquence européen. Il a pris toutes ses précautions. Nous ne verrons ni ses superordinateurs, ni ses employés. Juste cette salle de réunion. Moi, je pense que la bourse est très loin d'être truquée. Je pense en fait que ceux qui disent ça ne comprennent rien et sont irresponsables. Il est indiscutable que les marchés sont meilleurs aujourd'hui que ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Nous, par exemple, IMC Financial Markets, nous sommes des teneurs de marchés électroniques. Nous traitons chaque jour des centaines de milliards de dollars en équilibrant le marché. Si vous cherchez à vendre, nous, on est toujours là pour acheter et inversement. Ils fonctionnent sur le mode de la patate chaude, donc ils ne vont acheter des titres que quand ils peuvent les revendre immédiatement après. Il n'y a pas besoin d'avoir un billet en finance pour comprendre que au mieux, c'est totalement inutile. Au pire, c'est l'intermédiation forcée et donc ça rajoute un coût. Je n'arrive toujours pas à comprendre qu'on dise que nous ne générons pas de la valeur, car nous sommes indispensables pour les marchés. Si tous les traders haute fréquence éteignaient leurs machines, les bourses disparaîtraient. Vous êtes un lobbyiste très actif. Je n'appelle pas ça du lobbying. Je préfère dire que j'éduque les gens. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire, dans le futur, tous ces discours populistes contre nous s'arrêteront. Parce que les gens verront dans 3, 4 ou 5 ans que les acteurs dont tout le monde parle aujourd'hui apportent beaucoup au marché. Et même parfois, les font vivre. N'en déplaise à Remco Lenterman, les critiques ne sont pas près de s'arrêter. Dans le Wall Street Journal, un homme a déclenché une nouvelle bataille. Il remet en cause l'impartialité des bourses. Pour plus de profit, elles seraient devenues les complices des traders haute fréquence. Ces accusations vont faire trembler toute la finance américaine. Après plusieurs échanges très longs par téléphone, nous obtenons un rendez-vous chez lui. Stamford, Connecticut, petite ville de bord de mer où vivent beaucoup de ceux qui travaillent à Wall Street. Haïm Bodek est un ancien maître stratège des marchés. Dans le milieu, on l'appelait le marchand d'armes algorithmique. Hi, good to see you. Hi, I'm Ali. Hey, Thank you for having us. Hey. Yeah? Haïm Bodek n'est pas un banquier. Son domaine universitaire à lui, c'était les mathématiques et l'intelligence artificielle. Nous voilà dans la Batcave. D'ailleurs, je crois que ma femme a déplacé mon Batman. Ah, il est là. Oh. Le chevalier noir. C'est vous. Vous avez beaucoup de livres sur la guerre, la stratégie. Moi, ça m'a toujours intéressé, mais c'est surtout en vieillissant que j'ai commencé à lire des choses sur les grandes batailles, notamment quand je suis arrivé à Wall Street, parce que des guerres, j'en ai vu pas mal là-bas. Et pourtant, vous avez l'air si pacifique. C'est drôle que vous me disiez ça. Une de mes forces, c'est qu'on ne se méfie pas de moi. Bodek va vite s'initier au combat boursier. Il travaille pour les plus grandes banques, UBS, puis Goldman Sachs, avant de créer sa propre firme de trading haute fréquence. Certains des algorithmes qu'il invente vont se révéler redoutables. Nous, on avait une stratégie pour attaquer les autres et leur prendre 20 000 $ de leur poche, instantanément. Juste comme ça. Boum. Sur tous les marchés, boum.
Et parfois, grâce à une formule sur un ordinateur. Oui, on appelait ça un grand balayage, une razzia, d'accord? C'était un algorithme très agressif. Il envoyait des ordres et il le faisait à un moment très précis. Et si vous réussissiez votre coup, au bout du compte, vous pouviez faire virer le mec en face, le jour même. Le jour même. Un monde sans pitié sur lequel Haïm Bodek va régner pendant 10 ans. En 2009, le vent tourne. Du jour au lendemain, son arme fatale rate systématiquement sa cible, sur une bourse en particulier. Un adversaire vient de le neutraliser. Comment vous êtes-vous aperçu que vous vous faisiez avoir? On perdait continuellement de l'argent. Et le but de la bourse, c'est pas ça. Au départ, je me dis pas que notre modèle entier est défectueux. Je pense plutôt que quelqu'un de chez nous, accidentellement, a endommagé notre code. Et je n'arrive pas à trouver cette erreur. Dans un monde où tout se joue à la milliseconde, Haïm Bodek, lui, va rester plus de 6 mois sans comprendre ce qui se passe. Son entreprise menace de mettre la clé sous la porte. Des mois et des mois passent et vous allez à une soirée. Oui, c'était une soirée de traders avant les vacances. Et il y a un type de la bourse en question qui vient me voir et me dit « Tu sais, je vais te dire ce qui t'est arrivé. » Et au fur et à mesure qu'il m'explique, je lui dis « Mais pourquoi vous faites ça ?» En fait, mes ordres étaient désavantagés sur cette bourse parce qu'elle avait changé les règles du jeu en toute discrétion. C'est ce que j'appelle griller la queue. Et donc ce n'était pas qu'une question de vitesse. Non, non, même avec 5 secondes de retard, on pouvait me passer devant. C'était donc de la triche. Bah, tricher, c'est quand vous faites quelque chose qui n'est pas autorisé. Mais là, la réponse de la bourse, c'est que c'était parfaitement autorisé. C'était les nouvelles règles. Oui, les nouvelles règles. En fait, j'ai fini par comprendre que s'il n'avait pas donné ces avantages, qui pour moi sont abusifs, à certains gros traders haute fréquence, ces traders seraient partis ailleurs, sur d'autres bourses. En clair, les bourses avantageraient certains traders haute fréquence pour ne pas les perdre comme clients. Haïm Bodek l'a compris trop tard. Son entreprise a dû fermer. Il a alerté le gendarme boursier. Depuis 4 ans, il attend toujours que l'enquête aboutisse. Si même les bourses sont complices, comment échapper aux traders haute fréquence? Une solution existe peut-être. Créer une nouvelle bourse où la vitesse serait enfin limitée. À l'origine de ce projet un peu fou, Brad Katsuyama et Ronan Ryan, ceux qui avaient dévoilé au grand jour les inégalités du système. Leur trouvaille tient dans une boîte. On a regardé toutes les technologies qui permettraient de ralentir le système. Et l'idée qui s'est avérée la plus fiable, aussi fou que ça puisse paraître, ça a été de mettre une bobine de 60 km de fibres dans cette boîte. 60 km de fibres. Oui, les gens me disent quelle place ça prend, c'est grand comme cette pièce, et moi je réponds souvent que ça a la taille d'une grande boîte à chaussures. Donc tout le monde doit passer par cette fibre. Oui, tous les ordres qui arrivent dans notre bourse vont devoir parcourir les 60 km jusqu'au serveur. Que vous conduisiez une Ferrari ou une vieille bagnole, vous arrivez tous au même moment. C'est la voie d'accès vers l'équité? Exactement. Depuis son lancement il y a 1 an et demi, leur plateforme basse vitesse connaît un beau succès. Elle accueille aujourd'hui 1% des échanges d'actions aux États-Unis. Tout le monde a accepté de jouer le jeu, fonds d'investissement, grandes banques et même certains traders haute fréquence. Il n'a jamais été question de dire « si vous utilisez un ordinateur, vous êtes méchant ». Il s'agit plutôt de dire « il y a des privilégiés sur les bourses, il y a des stratégies prédatrices où certains utilisent des technologies pour dominer les autres ». C'est ça qu'on a voulu éliminer et je crois qu'on a plutôt bien réussi. Cet endroit, c'est pas une utopie. C'est en tout cas un marché plus juste que tous ceux qui ont jamais été créés. Dave Lauer, lui, a créé une société de conseil pour améliorer la bourse et mettre ses talents au service de l'intérêt général.
Dans ce milieu, vous avez des gens qui pourraient guérir le cancer ou lutter contre le réchauffement climatique. Ce sont parmi les personnes les plus intelligentes du monde. Les inciter à faire ce qu'ils font, c'est un mauvais calcul. Est-ce que la finance rend les gens vraiment utiles à la société? J'en suis pas sûr. Quant à Haïm Bodek, il y a quelques semaines, il a enfin gagné son combat. La bourse, qui avait changé ses règles sans le dire, a été condamnée à une amende de 14 millions de dollars. Bodek pourrait en récupérer le tiers en tant que lanceur d'alerte. Les choses vont aller un tout petit peu mieux. Enfin, c'est tout ce qu'on peut espérer. Reste Michael Lewis, le journaliste par qui tout a commencé. Il a vendu les droits de son livre Flash Boys à Hollywood. Les nouveaux loups de Wall Street ne pourront plus rester dans l'ombre.